Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, François Fillon. Bienvenue François Fillon. Bonjour. Bonjour, on se dit tout. On va essayer. Alors sur le fond d'abord, le président de la République croit toujours qu'inverser la courbe du chômage d'ici fin 2013 est tenable. Ça s'appelle du volontarisme politique. François Hollande veut, est-ce qu'il peut? Non, il ne peut pas parce qu'il ne s'est pas donné les moyens de parvenir à cet objectif. On a maintenant des prévisions de croissance pour 2013 qui sont quasiment à zéro. Ce sont les prévisions et du gouvernement et de la Commission européenne. Or, avec une croissance à zéro, il n'y a aucun espoir d'améliorer la courbe du chômage. Au contraire, le chômage va continuer d'augmenter et le gouvernement n'a aucun instrument pour lutter contre la montée du chômage en 2013. Mais si vous étiez Premier ministre aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous obtiendriez un recul rapide du chômage? D'abord, Jean-Pierre Elkabbach, je n'aurais pas supprimé en arrivant les mesures que nous avions prises, qu'on pouvait juger insuffisantes, mais qui au moins allaient dans le sens de la compétitivité. Je n'aurais pas supprimé la TVA anti-délocalisation pour maintenant vouloir d'ailleurs la remettre. J'aurais pas pris les décisions qui ont été prises en matière d'arrêt de la baisse de la dépense publique. Oui. J'aurais pas pris la décision qui vient d'être prise à l'instant de supprimer la journée de carence pour les fonctionnaires en envoyant un signal invraisemblable. C'est lui qui a été élu. Oui, bien sûr, mais simplement, il a fait des erreurs pendant les premiers mois de son quinquennat qui font qu'aujourd'hui, il n'a plus aucun instrument pour permettre d'encourager la croissance. La croissance, c'est de l'investissement des entreprises, il n'y en a plus, et c'est de la consommation. Avec la fiscalité qui a été mise en place, il ne peut pas y avoir d'augmentation de la consommation. Donc l'année 2013, c'est une année qui est perdue. Et la promesse du déficit zéro en 2017 ? C'est comme tout le reste des promesses qui ont été faites par François Hollande pendant la campagne. C'était l'homme qui allait pourfendre la finance internationale, c'est l'homme qui allait faire reculer le chômage, c'est l'homme qui allait instaurer une façon de gérer l'État qui soit indépendante et qui soit transparente. C'est lui qui nomme tous ses amis partout. Enfin, on est dans une situation... Non, on est dans une situation où on a un président de la République qui fait exactement le contraire des engagements qu'il a pris. Dans toutes vos interventions récentes, vous promettez la vérité. Les Européens et les Français doivent-ils s'attendre à des années difficiles, 2014-2015 ? En tout cas, l'année 2013, je pense que c'est une année qui est gâchée, c'est une année qui est perdue. La difficulté, c'est que, comme on est déjà dans une crise européenne et dans une crise mondiale, le risque, c'est que la France perde de plus en plus de terrain par rapport à l'Allemagne, qui est notre référence en Europe parce que c'est le pays qui réussit le mieux. Et comme l'avenir de l'Europe passe pour moi par un rapprochement franco-allemand extrêmement étroit. Vous dites même j'ai utilisé le mot d'une confédération. C'est incroyable, ça, une confédération France-Allemagne. C'est-à-dire, j'ai pesé mes mots pour le dire, j'ai dit une sorte de confédération qui permette, sur le plan fiscal, sur le plan économique, sur le plan social, d'avoir un espace franco-allemand qui soit un espace commun. S'il n'y a pas cette locomotive franco-allemande, l'Europe n'a aucune chance de réussir. Et si nous nous décrochons en 2013 de l'économie allemande, le risque c'est que la marche ensuite soit trop haute pour être remontée. Si ça continue, disiez-vous à la Mutualité, la chute brutale du niveau de vie peut déboucher sur une conflagration civile. Est-ce que Cassandre Fillon, pour nous faire peur, est en train d'agiter le spectre des violences? On a frôlé ce mois-ci, hier, ou lundi, on a frôlé le record historique de nombre de chômeurs en France. On l'a frôlé au mois de mars, on va sans doute et très certainement l'atteindre au mois d'avril. Mais comment vous expliquez que malgré ça, les marchés font confiance à la France qui peut emprunter à des taux très bas? Parce que pour le moment, les marchés, d'abord ça montre à quel point les marchés ne sont pas des êtres rationnels, mais les marchés aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'autres endroits où prêter leur argent. Une fois qu'ils ont placé un maximum d'argent en Allemagne, c'est en France qu'ils peuvent encore le faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les erreurs qui sont commises, l'accroissement des déficits, l'absence de réformes structurelles, la baisse de la compétitivité de l'économie française ne va pas déboucher sur des sanctions des marchés. Mais une conflagration, surtout, vous dites, une conflagration. Oui, parce que quand vous avez dépassé un nombre de chômeurs historiques comme celui qu'on est en train d'atteindre, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la souffrance, ça veut dire des gens qui n'ont plus de revenus. Une révolte, ça veut dire, oui, forcément, les risques de révolte existent. Alors, ils peuvent être politiques, c'est notamment le recours au populisme, à tous les extrémistes de droite ou de gauche, mais il peut aussi être social, et c'est la raison pour laquelle je pense que notre pays est dans une situation dangereuse. Est-ce que vous demandez au président de la République de s'expliquer ou de s'exprimer? C'est vrai qu'il a été élu il y a maintenant un peu plus de 10 mois.
que ces interventions sont très rares, en tout cas ces explications sont très rares, et comme on est à un moment où il va devoir, notamment pour répondre aux demandes de la Commission européenne sur le non-respect du déficit, changer assez radicalement de politique. On dit par exemple qu'en ce moment, les ministères sont en train de se préparer à une purge financière très importante, qui est exactement le contraire que du discours de François Hollande. Il faut qu'il aille devant les Français pour expliquer pourquoi il y a ce tournant aujourd'hui. Vous voyez bien que le Premier ministre lui-même, Jean-Marc Ayrault, vient de mettre en route la réforme des retraites. Il vient de présider ou de lancer une commission. C'est très intéressant. Voilà des socialistes qui se sont opposés à toutes les réformes des retraites depuis 10 ans, qui ont combattu avec la plus extrême violence celle de 2003, puis ensuite celle de 2010, qui ont commencé à revenir sur la réforme de 2010 et sur les 60 ans, au moins pour une partie des Français, et qui maintenant, sous la pression des événements, sont obligés, en tout cas au moins d'afficher au regard du monde extérieur, qu'ils vont durcir les conditions de départ en retraite des Français. Vous dites, François Fillon, je vais tout faire pour être candidat à la primaire de 2016. Vous n'êtes pas convaincu, vous, Maître ? Mais bien sûr que si, je suis convaincu, Jean-Pierre Cabachillo. Mais quel est l'obstacle ou le handicap ? Pourquoi vous dites je serai candidat ? Parce que je pense qu'on ne s'improvise pas, on ne se décrète pas l'homme de la nation. On construit un projet, on cherche à établir la relation de confiance avec les Français. On y arrive ou on n'y arrive pas. Je vais tout faire pour y arriver. Je me suis lancé dans cette aventure. Je serai probablement candidat. Parce que je serai candidat si je rencontre la confiance des Français, si je réussis à construire un projet. Je ne suis pas candidat pour moi, je ne suis pas candidat pour... C'est-à-dire que si vous ne montez pas dans les sondages, vous renoncez. Ce n'est pas une question de sondage, c'est une question de projet, de dialogue avec les Français. C'est dans 4 ans. Mais je suis parti sur une route qui va me conduire pendant les 4 ans qui viennent, aller à la rencontre des Français, quotidiennement. Mais vous savez que c'est pour ça avec eux ce projet. Certains disent que vous êtes prudent, indécis et trop hésitant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de responsables politiques dans l'histoire récente de notre pays qui ont déclaré qu'ils se lançaient dans cette course 4 ans avant. Je ne suis pas très sûr. J'en ai beaucoup. Donc la prudence n'est peut-être pas... Mais vous vous lancez quand même ou pas ? Bien sûr, je me lance. Vous n'êtes pas intéressé par la bataille pour la mairie de Paris et vous avez dit que vous soutiendrez Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est-à-dire que Paris, c'est donc non. Oui, parce que je ne veux pas qu'on fasse de la politique comme on en a fait dans le passé, où on se sert d'un mandat pour en conquérir un autre, où on explique aux Parisiens qu'on a un vrai projet pour Paris, puis ensuite 2 ans après, on concourt à une autre élection. Je pense que tout cela est fini. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que les Français ne veulent plus de cumul des mandats. Les Français ne veulent plus d'hommes politiques qui considèrent la vie politique comme une partie de chasse où il faut chaque année afficher des trophées pour montrer sa force. Alors vous déciderez avant l'été, avez-vous dit, d'être ou non candidat à la présidence de l'UMP. Je passe vite là-dessus, mais à quelles conditions vous irez ? D'abord, il faut que la réforme des statuts qui est en cours et à laquelle je participe soit irréprochable, c'est-à-dire que je veux une élection qui soit une élection complètement transparente. Et puis deuxièmement, on ne peut pas rejouer le scénario de l'automne dernier. Ce serait pour les Français, pour les militants, un spectacle désastreux. Est-ce que vous dites ce matin, ce n'est pas tout à fait exclu que j'y sois ? Mais ça n'est pas du tout exclu. Ce que je veux, à ce moment, si je dois être candidat, il faut que ma candidature soit une candidature de rassemblement. Il ne faut pas que ce soit une candidature de division. Et donc, je suis... Mais quand vous serez 2 ou 3, il y a toujours 2 camps. D'abord, si on n'est plus... Il y a plusieurs candidats, ça permet de confronter plusieurs projets. Et puis, j'attends de voir quelles seront les conditions de transparence de ce scrutin, car il n'est pas question de recommencer la même chose que la dernière fois. Dans votre discours à la Mutualité, François Fillon, vous rendez hommage à Nicolas Sarkozy. Vous dites « La France était plus audacieuse, elle avait du courage, de la fougue et une vision. Mais après la défaite, il faut repartir sur de nouvelles bases. » Et vous dites « Nous sommes tous au même niveau. » Est-ce que vous voulez dire que désormais Fillon égale Sarkozy qui égale Fillon ? Je veux dire qu'après une défaite électorale, d'abord j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection pour Nicolas Sarkozy. J'ai été son Premier ministre pendant 5 ans et j'assume en totalité le quinquennat qui a été le nôtre, tout en ayant un regard critique sur ce que nous avons, sur ce que nous n'avung pas réussi. Parce que vous dressez votre propre bilan, oui, vous dites j'assume. Parce que c'est dans la nature des choses. Je veux dire, il n'y a pas un Français qui peut penser qu'une action de 5 ans ne soit pas exempte de critique ou d'interrogation. Mais on a perdu les élections présidentielles. On a perdu les élections législatives. Alors ça veut dire que... Et quand on perd les élections... Nous sommes tous au même niveau. On redevient tous des militants, moi le premier. Nous sommes tous au même niveau. Bien sûr. C'est pas une question de niveau. Nicolas Sarkozy a son histoire. Il a les réussites qui ont été les siennes. Il a été élu président de la République. Mais s'agissant du projet que nous devons présenter aux Français en 2017, oui, on est tous sur la même ligne de départ. Moi, le premier...
Écoutez, il y aura des primaires en 2016. C'est une volonté, je crois, qui est maintenant exprimée par une immense majorité d'électeurs de l'opposition. Eh bien, je souhaite que ces primaires soient organisées. Et que j'ai toujours dit, d'ailleurs, Mais vous m'avez pas répondu. Si Nicolas Sarkozy était mieux placé pour conduire un projet de redressement de notre pays, bien entendu que je m'effacerai derrière lui et que je le soutiendrai. Mais je dis que l'inverse doit être vrai. Nos lauriers sont à terre, dites-vous, il faut nous réinventer. Il n'y a plus ni préséance, ni hiérarchie, ni sauveur suprême, ni recours. Alors qui décide? Vous dites ce sont les circonstances qui décideront, c'est-à-dire que vous vous en remettez... Non, ce sont les Français qui décideront. Oui, mais vous vous en remettez, vous dites les circonstances sont décisives. Ça veut dire que vous vous en remettez à Madame Circonstance. Non, ce que je veux dire sur les circonstances sont décisives, c'est que je pense que la France est vraiment à un tournant de son histoire, qu'on est au bord du déclin, qu'on peut réagir, qu'on peut créer avec l'Allemagne cette confédération économique, qu'on peut réinventer l'Europe, ou qu'on peut au contraire décrocher. C'est pour ça que les événements qui vont se produire dans les 2 ou 3 prochaines années sont des événements décisifs pour l'avenir de notre pays. Ici, vous avez confirmé l'objectif 2016-2017 pour François Fillon, mais qu'est-ce que vous faites pendant 3-4 ans? Vous croisez les bras ou vous répondez à la double pique de Jean-François Copé qui vient de conseiller à ses aînés, de penser à 2014 avant 2017. Qu'est-ce que vous ferez? Mais on peut même penser à 2013 avant 2014. Je serai de tous les combats. J'accompagnerai tous nos candidats aux élections municipales pour que 2014 soit une étape de la reconquête. Et je le ferai dans toute la France. C'est-à-dire, je suis libre, avez-vous dit, je me lance. Oui, je suis libre. Je suis un militant avec une histoire, avec une expérience et avec un projet pour la France. François Fillon s'affranchit, s'émancipe, se libère. Jusqu'où? Jusqu'à quand? François Fillon? Jusqu'à quand? Oui, jusqu'où? Mais jusqu'au bout. Oui. Merci François Fillon, merci Jean-Pierre Elkabbach. À demain Jean-Pierre.